Bonjour à tous, Eric avec vous pour cette fois-ci parler de l'échelle d'estimation, toujours dans notre série sur les outils d'observation. Alors, on regarde ça ensemble. L'échelle d'estimation, c'est un outil particulier qu'on appelle échelle d'estimation ou grille d'estimation ou parfois d'autres appellations. Puis il faut bien savoir que parfois dans les milieux, les gens ne sauront pas de quoi vous parler. Je vous donne un exemple d'autres appellations qui reviennent à dire que c'est une échelle d'estimation, mais qui n'est pas du tout appelée de cette façon. Les feuilles de route. Vous savez, les feuilles de route ou les feuilles de comportement, ou ça aussi, il y a plusieurs appellations, entre autres dans les écoles. Euh, Imaginez là un type d'outil dans lequel vous avez un bonhomme sourire, un bonhomme triste, puis un bonhomme neutre, et que pour chaque cours, l'enseignant met de la couleur sur le bonhomme ou l'emoji correspondant à une estimation du comportement de l'élève pendant une période. Alors, ça revient exactement à la même chose, ça revient au principe d'une échelle d'estimation. Donc, des outils d'estimation, il y en existe vraiment une panoplie et vous allez les découvrir dans vos milieux de stage. Donc, plusieurs types, tellement que c'est même pas possible de tous vous les présenter. L'exemple avec la feuille de route en scolaire en est un bon. Et vous allez voir, là, il existe vraiment, ça se décline en vraiment plusieurs types. Et puis, ben, au fait, ça revient toujours à la même chose, hein. C'est le sens de l'échelle d'estimation, c'est qu'on veut estimer un comportement. Que ce soit avec des chiffres, avec des bonhommes sourires, avec toutes sortes d'autres formes ou formules, le principe demeure d'évaluer ou d'estimer un comportement ou une attitude ou une façon de faire d'une personne qu'on observe. Par contre, l'échelle d'estimation elle va être pertinente que si on accumule un grand nombre de personnes qui estiment les mêmes comportements dans les mêmes circonstances, ou encore qu'une même personne estime les mêmes comportements dans les mêmes circonstances à plusieurs reprises. Alors là, il faut vraiment comprendre ici l'aspect très particulier de l'estimation. C'est subjectif, une estimation, donc pour réduire le biais, on doit absolument en produire beaucoup, 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 beaucoup. Et je vous dirais que, par exemple, même si un enseignant, supposons qu'un enseignant compile 20 grilles d'estimation pour un même élève à l'intérieur d'un mois, et la pertinence de cette estimation va être réduite parce que l'enseignant peut être biaisé s'il n'aime pas l'élève, par exemple, ou peu importe. Donc, ce type de résultat va être moins pertinent que si vous faites le même exercice, mais que vous demandez à différents enseignants d'évaluer les mêmes comportements. Alors là, au final, si on fait la somme, vous allez découvrir qu'après une seule ou deux seules évaluations, parfois ça ne veut pas dire grand-chose, ou à tout le moins, ça ne démontre pas la pertinence d'un comportement, mais c'est par la répétition, un peu à l'image des sondages, mais en répétition, on finit par avoir une moyenne. Et cette moyenne va nous donner un sens vraiment à l'observation. Je donne un autre exemple. Prenons la classe ensemble. Supposons que quand vous faites une évaluation d'un prof, plutôt, ben, vous le faites déjà, hein, vous estimez, vous utilisez une grille d'estimation pour évaluer nos performances comme enseignants et vous avez aussi une partie qualitative où on vous demande des commentaires. Vous savez de quoi je parle. Donc, il y a un aspect ici un peu type note évolutive ou journal de bord. Donc, un aspect qualitatif et un aspect quantitatif d'estimation. Fait que l'estimation, c'est quantitatif. Donc, si on n'avait qu'un seul élève de votre classe qui remplirait l'évaluation de l'enseignant et que cet élève n'aime pas l'enseignant ou n'aime pas le cours ou est fâché ou peu importe, il vit une émotion, alors vous imaginez qu'est-ce qui va se retrouver dans ce résultat. Et là, évidemment, les gens qui vont compiler à l'administration vont dire, mais Eric est un mauvais prof ou Simon est un mauvais professeur. Alors, ça n'aurait pas de sens. Par contre, si on prend l'ensemble des étudiants, donc vous êtes 13, si on prend vous 13 et que on compile une moyenne des 13 répondants, alors là, ce qu'on va obtenir comme moyenne est très, très représentatif
de la réalité, donc dans le cas dont on parle, de la compétence de l'enseignant. Les types d'observations applicables, donc, ça se fait en allo-observation, mais aussi en auto-observation. Donc, l'échelle d'estimation est intéressante. Vous pouvez vous auto-estimer ou vous auto-évaluer à partir d'un tel outil. Donc, ça peut devenir intéressant dans un contexte d'auto-observation. C'est assisté d'une échelle d'estimation. C'est systématique et ça peut être clinique ou participant, au même titre que la grille de pointage ou la grille de cotation. De façon générale, on va le faire de façon participante, puisque c'est assez facile. Mais il y a vraiment différentes façons d'utiliser l'échelle d'estimation. Donc, ça peut autant être clinique que participant. Vous allez en savoir un peu plus dans les prochaines minutes. Alors, quels sont les avantages? C'est très facile à utiliser et ça permet de consigner des attitudes ou autres comportements qui sont autrement difficiles à mesurer et plus subjectifs. Euh, donc, la particularité de l'échelle d'estimation, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que les énoncés sont plutôt subjectifs. Mais quand même, c'est intéressant et puis ça permet vraiment d'aller chercher des éléments de l'ordre du socio-affectif, particulièrement au niveau affectif, l'échelle d'estimation. Ça nous permet de porter un jugement ou une évaluation sur ces éléments-là que d'autres outils ne nous permettront pas de faire. Par contre, au niveau des limites, ça laisse place à beaucoup de biais et c'est la raison pour laquelle ça devient limitatif un peu au même titre que la grille de cotation ou de pointage. Et la seule façon d'éliminer les biais, c'est encore une fois, c'est par le nombre. Donc, c'est d'en faire plusieurs, complétés par plusieurs personnes. Alors ça, c'est vraiment un aspect fondamental que vous devez retenir, le concept de vous en servir à plusieurs reprises. De toute manière, c'est quantitatif, donc c'est relativement facile à compiler comme données. Alors même si on se retrouve avec, par exemple, 30 échelles d'estimation, c'est pas grave, ça prend quelques minutes à compiler, c'est vraiment pas long et complexe. Voici un modèle. Alors vous en avez un dans le livre, j'ai choisi encore une fois d'en faire des différents. Questions que vous voyez, différentes utilisations possibles d'une même échelle d'estimation. Encore une fois, c'est un très petit échantillon, comme je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs modèles. Par contre, il y a toujours un en-tête. Donc, on a ici l'en-tête. Vous voyez que je laisse la section observateur libre puisque c'est le type d'outil qu'on va utiliser le plus souvent pour d'autres personnes, en fait, qu'on va donner à d'autres personnes pour qu'ils le remplissent. Donc, on va laisser les gens inscrire leur nom. Donc, chaque répondant devrait écrire son nom ici pour que quand vous allez compiler, vous soyez capable de distinguer s'il y a un répondant qui serait plutôt biaisé. Par exemple, s'il y a vraiment un répondant parmi 5 répondants que vous voyez que son évaluation, elle détonne vraiment de celle des autres, à ce moment-là, peut-être que vous pouvez même dans certains cas éliminer, moi je l'ai déjà fait, hein, j'ai éliminé carrément des estimations d'une certaine personne qui clairement avait un biais dans son évaluation, alors ça faussait les données. Et voilà, donc j'éliminais carrément de mon analyse les observations de cette personne. Donc on a Maude Pigeon ici, 21 juillet 2015, situation fonctionnement scolaire, le thème l'attention et la concentration. Durée de l'observation le dernier mois. Et là, la durée de l'observation, il faut bien comprendre ici que c'est la durée que la personne, que le répondant, je recommence, c'est la durée pour laquelle le répondant se positionne pour évaluer le comportement. Alors, j'explique. Ici, vous voyez, on a des énoncés qui sont, par exemple, écoute attentivement, a une attention soutenue, ne se laisse pas distraire par les stimuli, se souvient des consignes au moins 30 minutes. Alors ça, ces énoncés-là, je pourrais demander à quelqu'un d'estimer ces comportements-là de mode sur, par exemple, une journée. Alors la durée de l'observation serait une journée. À ce moment-là, je demande à l'observateur, supposons que l'observateur c'est Sophie Gladu. Alors,
Eh bien là, Sophie, elle, il faut que je lui explique ici dans la note comment il faut qu'elle réfléchisse. Alors, si c'est sur une journée que je veux qu'elle estime ses comportements, je vais écrire ici, mais pensez à ses comportements sur une période d'un jour. Et à ce moment-là, l'observatrice, qui est Sophie, va se dire, ah mais d'accord, alors je vais évaluer si Maude, aujourd'hui, a écouté attentivement. Alors, ce n'est pas le même résultat que si je demande à Sophie, plutôt, comme c'est le cas ici, de se baser sur le dernier mois comme élément d'observation. Alors là, ici, ça veut dire que Sophie devrait se dire, OK, d'accord, mais là, Maude, si je réfléchis dans le dernier mois, est-ce que Maude a tendance à écouter attentivement, jamais, parfois, souvent, très souvent, toujours, etc. Alors, c'est pas du tout la même chose. Et c'est possible, vous le savez, en fait, l'être humain a tendance à retenir les derniers moments. Alors, si on ne précise pas cet énoncé-là ici, donc la note en intention du répondant, ce que vous n'avez pas d'ailleurs, entre parenthèses, dans le livre de Landry, je trouve ça dommage que ça ne soit pas là, c'est vraiment un aspect essentiel. Sinon, ça biaise complètement l'observation, vous l'aurez compris. Donc ici, c'est pas pareil, parce que si Maude Pigeon a été très déconcentrée les 2 premières semaines du mois parce qu'elle n'avait pas de médication, et que soudainement, à partir du 15 du mois, elle a commencé à prendre sa médication et que ses capacités d'attention et de concentration ont changé, se sont améliorées, eh bien, si je demande, par exemple, à Sophie de dire estime sur le dernier mois, elle va tenir compte autant de la partie où elle ne prenait pas de médicaments que la partie où Maude prenait des médicaments. Alors là, c'est là que ça devient intéressant et on peut jouer avec cet outil-là dépendamment de ce que vous voulez. Par exemple, si moi je suis éducateur auprès de Maude et que là, mon intérêt, c'est de savoir son amélioration depuis qu'elle prend des médicaments. Alors, je ne vais pas demander à ce moment-là, dans le contexte, à la personne qui est Sophie Gladu, d'évaluer, d'estimer en fait les capacités de Maude sur un mois. Je vais lui demander de l'évaluer sur 2 semaines. Donc, j'écrirai sur les 15 derniers jours pour pas que Sophie tienne compte du moment où Maude ne prenait pas de médicaments. Alors peut-être que ça peut paraître un peu compliqué ce que je vous dis. À ce moment-là, vous allez faire rewind et me réécouter. Mais c'est quand même un aspect qui est important ici. Donc voilà, alors c'est important de situer la durée de l'observation. Ça change beaucoup de choses dans les énoncés et ça change beaucoup de choses dans la compilation des données. Alors, les centrations sont plutôt subjectives. Vous le voyez ici, quand même, ce n'est pas observable et mesurable, mais on peut quand même juger de ces énoncés-là. Alors, ça nous prend une légende. La légende est obligatoire, évidemment, si on ne met pas de légende. Je ne sais pas, moi, si le zéro représente toujours, ou jamais, ou un peu passionnément. Bref, j'ai aucune idée. Alors, c'est important de le préciser. On verra tout à l'heure les différents types de légendes. Ici, nous avons une légende de fréquence, jamais, parfois, souvent, très souvent, toujours. Ça veut dire que je m'intéresse à la fréquence de ces capacités d'attention de concentration, donc des manifestations d'attention de concentration. C'est la fréquence qui m'intéresse. Si ça avait été, par exemple, la qualité de ces capacités d'attention de concentration, j'aurais une autre légende. Donc ça peut paraître un peu plus complexe, par contre il faut vraiment l'expérimenter pour vous et vous allez voir, c'est pas si complexe, mais encore une fois, il faut savoir ce qu'on cherche et vraiment processer dans notre tête et nous poser la question, qu'est-ce que je veux savoir, tenir compte de la légende, tenir compte des éléments de centration que nous avons ici, indiquer au répondant qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse. Alors, si vous suivez ça, ça va aller très bien pour vous pour préparer votre échelle d'estimation. Et petit remerciement signature, toujours apprécié, puisque évidemment, différentes personnes pourraient avoir ça entre les mains, donc c'est le fun qui voit qu'on est reconnaissant. Alors voilà, vous avez capturé dans votre cerveau cette grille d'échelle d'estimation ici. Je vous en montre une autre.
Alors, c'est vrai, j'ai oublié, pardon, ici, oui, c'est un aspect qui est très important à nommer. J'y serai revenu sur la prochaine slide, mais j'en parle maintenant. Donc, les énoncés et la légende doivent correspondre, je l'ai précisé, mais ce qui doit être précisé ici, c'est tous les énoncés doivent être formulés de façon positive ou négative. Voilà, donc c'est important que je vous en parle maintenant, puisque la prochaine image démontre des centrations, des éléments ici qui sont plutôt négatifs. Alors, vous voyez ici, c'est positif. Elle écoute attentivement. Elle a une attention soutenue. Si je l'avais placé de façon négative, on aurait lu ici, n'écoute pas attentivement, n'a pas une attention soutenue. Se laisse distraire plutôt que ne se laisse pas distraire. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ici, il faut absolument que la formule que l'on choisit soit la même pour tous les énoncés. Sinon, je vous le dis, ça va être très difficile après de compiler, puisque, par exemple, un jamais a un énoncé positif, comme par exemple jamais elle n'écoute attentivement, c'est pas du tout la même chose que jamais elle n'écoute pas attentivement. Et en fait, c'est totalement le contraire. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important. Vous n'allez pas arriver à faire une compilation adéquate si vous mélangez ici des énoncés à la fois positifs, formulés positivement ou négativement. Maintenant, ce sera à vous de choisir si c'est préférable de l'apporter de façon positive ou négative. Dans certains cas, ça peut être plus pertinent de le placer de façon négative. Donc, ça dépend vraiment des situations et toutes les situations sont différentes. Donc, voilà la slide suivante. Donc, on voit ici les énoncés qui sont ici présentés de façon négative. Alors, on a la même légende, on a exactement les mêmes choses. La seule chose qui a changé ici, c'est l'énoncé. Donc, n'écoute pas attentivement, n'a pas une attention soutenue, se laisse distraire par les stimuli et ne se souvient pas des consignes pendant au moins 30 minutes. Donc, vous voyez la différence ici. Donc, c'est important, encore une fois, là, vous devez absolument maintenir soit une façon positive, soit une façon négative. Et il faut que tous vos énoncés correspondent à la légende. D'accord? Est-ce que je peux dire que jamais elle n'écoute pas attentivement? Ça fait un peu bizarre, c'est mieux la formule positive. Mais est-ce que je pourrais dire que jamais elle écoute attentivement? Oui. Parfois, oui. Est-ce que je pourrais dire que jamais elle ne se rappelle des consignes 30 minutes? Oui. Donc, c'est pertinent. Et moi, je vous invite, je vous donne un truc pour être sûr de ne pas faire une erreur de ce type. Quand vous avez mis vos énoncés dans votre grille, tentez de répondre avec la légende. Demandez-vous, est-ce que c'est logique cette question avec la légende? Par exemple, de légendes qui seraient peut-être pas logiques, si on prenait ici une légende qualitative. Dans le qualitatif, le 0 correspondrait par exemple au mot médiocre. Est-ce que ce serait logique de dire que à l'énoncé se souvient des consignes au moins 30 minutes médiocre? Là, vous voyez que, oups, ça fait plus vraiment de sens. Donc, la légende, si j'avais une légende qualitative ici, eh bien, elle n'aurait pas de lien clair et pertinent avec les énoncés. Alors, il faut vraiment que ça soit harmonisé, là, légende et énoncé. Puis, c'est une erreur que les étudiants font souvent. Alors, je vous aurais avisé de cet aspect. On termine avec un autre modèle ici. Nous avons les mêmes énoncés que tout à l'heure, mais utilisés pour toute une semaine sur une seule feuille. Vous voyez, contrairement à tout à l'heure où c'était pour, en fait, on avait pour 30 jours. Ici, c'est à la fin de chaque journée. Donc, il y a une petite différence. On a une date d'observation qui est une période, du 17 au 21 juillet. Durée de l'observation, c'est une journée. Alors, ce que ça veut dire ici, c'est que pour chaque jour de la semaine, ce que je demande cette fois-ci à Éric Lévesque, l'étudiant, ce que je lui demande ici, c'est observe-moi Maude à chaque jour. Donc, le lundi, tu vas te demander aujourd'hui lundi, est-ce qu'elle écoutait attentivement, est-ce qu'elle avait une attention soutenue, etc. Jamais, parfois, souvent. Donc, je vais lui demander de faire ça, je vais demander à Éric de faire ça à chaque jour, en inscrivant évidemment un seul chiffre correspondant à la légende dans chaque case. Donc, voilà ce que je dis à Éric, finalement, c'est que pendant une semaine, chaque jour, évalue, estime la capacité, en fait,
la fréquence des éléments d'attention et de concentration de Maud Pigeon. Donc voilà, c'était pour la petite nuance. On en reparle en classe. Si vous avez des questions sur l'échelle d'estimation, ça va me faire plaisir d'y répondre. Encore une fois, c'est par la pratique. Je vous invite vraiment, au-delà, petit message que je m'adresse à vous pour terminer, mais que je vous adresse pour terminer. Il est tard, je commence à être fatigué. En fait, ça va être important de le tester en stage, pas juste dans votre projet d'observation, mais je vous invite vraiment à le plus possible, amusez-vous, hein. Vous avez un sujet d'observation dans votre stage, mais vous pouvez prendre un deuxième enfant ou adulte, peu importe, une deuxième personne, une troisième personne, et comme ça, tout d'un coup, de vous amuser avec les grilles, sans que ce soit officiel, sans que ce soit, vous pouvez le présenter à votre intervenant guide, mais plus vous allez toucher aux outils, plus vous allez les expérimenter, plus vous allez devenir bon. Il y a pas d'autre façon d'apprendre les outils d'observation que par l'essai et l'erreur. Et puis, dans les périodes de tutorat, tout ce que vous avez fait, je vous invite à le consigner dans un petit cahier, ce que vous faites en stage, les essais que vous faites et tout. Et quand j'aurai du temps pour vous en tutorat dans les prochains cours, je pourrai jeter un œil là-dessus avec vous pour vous guider et vous dire si en fait vous êtes sur la bonne voie ou s'il y a des choses qui sont améliorées. Alors, merci tout le monde de votre attention. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt en classe. Allez, bye bye.